sont lancés normalement le jour des derniers. J'ai effectué effectivement une expertise à la demande de M. Carsanti à partir des éléments qu'il m'a fournis, c'est-à-dire les films correspondant au reportage d'Antenne 2, de France 2, ainsi que d'autres documents qui émanent d'autres agences de presse, Reuters, Associated Press, la BBC également. J'ai déterminé le type d'armes qui pouvait avoir été utilisé au moment des faits, à la fois par les Israéliens et les Palestiniens. J'ai effectué avec ces armes des essais de tir et les conclusions de ces recherches ont été les suivantes. D'une part, nous n'avons aucune preuve formelle des blessures subies soit par Mohamed, soit par Jamal Al-Doura, puisqu'on n'a pas d'éléments médicaux, il n'y a pas eu d'autopsie du corps de l'enfant. J'ai pu déterminer qu'au moment des coups de feu, le père et le fils étaient à l'abri derrière un baril, ce qui les mettait hors de portée des tirs israéliens, puisqu'ils étaient protégés par ce baril, et que les seules possibilités de blessure éventuellement auraient été aux membres inférieurs, aux jambes, mais que la partie supérieure du corps était totalement protégée par ce baril. D'autre part, j'ai examiné également les impacts que l'on constate sur le mur. Dans le film de France 2, on voit un impact direct d'un tir, et au total, on dénombre à la fin du film 8 impacts sur le mur. Alors que le photographe de France 2 déclare que des tirs incessants ont duré au minimum 40 minutes. En fonction des armes utilisées, si on suppose qu'un seul tireur a tiré à raison de 50 coups par minute en direction du père et du fils, on devrait avoir 2000 impacts sur le mur. Or, on n'en retrouve que 8. Donc, d'après vous, les tirs n'étaient pas de ceux d'un soldat israélien. Alors, si vous voulez, d'autre part. Là, c'est au niveau des analyses de la forme des impacts sur le mur qu'on a pu déterminer que si les tirs avaient été effectués venant de la position israélienne, on aurait des impacts de forme allongée, puisque le tir aurait été oblique, alors que ces traces sont pratiquement circulaires, ce qui correspond à un tir perpendiculaire au mur. D'autre part, au niveau des blessures elles-mêmes, Jamal déclare que son fils a d'abord été touché au genou droit. Or, sur les images, on ne voit aucune trace de ces blessures, son pantalon est intact, et l'impact d'un projectile de guerre sur un genou d'enfant provoquerait des dégâts qui seraient évidemment très visibles à l'image. Le père a été transféré à l'hôpital de Amman, en Jordanie, et je suis sûr qu'il y a des records médicaux là-bas. Est-ce que vous avez consulté ça ou pas encore? Alors, j'ai vu des images de Jamal à l'hôpital où on voit des blessures, enfin des pansements en tout cas, au niveau principalement du bras, de l'abdomen du côté droit et aux deux jambes. Si Jamal avait été touché alors qu'il se trouvait derrière le baril, à l'abri, il ne pouvait pas subir ces blessures-là, dans la mesure où le corps de son fils était en écran entre le tireur et lui. Donc c'est l'enfant qui aurait été touché et non pas le père qui se trouvait derrière. Vous savez l'intégralité de la presse française, de la télévision française, France 2, c'est une chaîne très réputée. Est-ce que vous pensez qu'un journaliste qui travaille pour cette chaîne peut déformer l'image? Est-ce que vous, en tant que Français, Je ne dis pas qu'il les a déformés, je dis simplement que les éléments objectifs qui ressortent des études que j'ai faites sur les documents qui m'ont été fournis ne sont pas compatibles avec les déclarations qui figurent dans ce reportage, ne serait-ce qu'au niveau du nombre de coups de feu et de l'origine des tirs.
J'ai analysé image par image et j'ai mis en évidence un certain nombre de contradictions importantes. J'ai fait également des essais de tir avec les armes que pouvaient avoir à l'époque des faits aussi bien les Israéliens que les Palestiniens. Et bon, les résultats sont, d'une part, on n'a que 8 impacts sur le mur, alors que les tirs sont supposés avoir duré 40 minutes. 45, oui. Même voire 45, ouais. Ce qui correspondrait pour un tireur qui tire 50 cartouches à 2000 impacts. Wow. Donc il y a quelque chose qui manifestement ne colle pas. Oui. D'autre part, la forme des impacts ne correspond absolument pas avec la position israélienne. Oui, parce qu'on a un angle qui donnerait des impacts de forme complètement différente. Donc les tirs ne peuvent provenir soit que du poste palestinien Pita, soit de tireurs qui se situent entre ce poste et l'emplacement des soi-disant de la direction des Palestiniens. Et en plus, on n'a aucun élément qui permette d'être certain que l'enfant a été blessé, puisque s'il a été blessé au ventre avec une arme de guerre, c'est une blessure qui est très importante. Donc il y a un épanchement sanguin immédiat et on n'a aucune trace de sang sur le sol. Deux éléments, Jamal dit que son fils a d'abord été blessé au genou droit. Or, on ne voit aucune trace sur ses vêtements de blessure, alors que c'est une blessure sur un genou d'enfant. Le genou pratiquement n'existe plus, si vous voulez, s'il est atteint par une balle de guerre. Et là, on a le pantalon est intact, donc il n'a pas pu être blessé au genou. Dans les 10 secondes qui suivent le film de France 2, et que la BBC a diffusé, on voit l'enfant qui est soi-disant mort, puisqu'il a été annoncé comme tel par France 2. On le voit relever la main et regarder la caméra, et on le voit également bouger la jambe droite. Et il ne pouvait pas bouger la jambe droite, qu'il soit blessé à la jambe ou au ventre, c'est pas possible. Donc si vous voulez, il n'y a aucun élément objectif qui puisse permettre de dire que aussi bien le père que le fils ait pu être blessé dans les conditions indiquées par France 2. Et alors, étant donné le fait que, disons, le narratif que nous donne Charles Anderlin n'est pas supporté par l'évidence, quelle est la meilleure explication de l'évidence qu'on a? Alors moi je ne me suis pas hasardé à faire des hypothèses, c'est comme on travaille. Nous les historiens médiévistes, on se permet de faire des choses comme ça.